sous-espèce. Espace des espèces. Oh, c'est drôle. C'est drôle d'espèces. Genre, famille, individu, spécimen, ordre. L'ordre règne. Règne minéral, règne végétal, règne animal, règne humain. Drôle d'ordre. Ordre, désordre. Hérédité. De qui descends-tu? Ne te gêne pas. Espèce de sang gêne. Oh. Génétique. Transmission génétique. ADN donné naissance. Ressemblance. Dissemblance. Différence des individus. Chaîne ininterrompue. Désir. Création. Surprise. Origine. Forme première de vie avant la vie. Où? Quand? Partout. Nulle part. Quelque part. La Terre. Oxygène. Atmosphère. Océan. Des rives, des continents. Rives. Plaques enveloppantes. Magma englouti. Ressurgi. Uni. Fer. Dieu. Dieu. Origine des dieux. Origine sans Dieu. Dieu sans origine. Évolution. Réaction. Transformation. Bifurcation. Spéciation. Sélection. Sélection naturelle. Sans plan ni hasard, arrive ce qui arrive avec le temps. Avec le temps va si beau. Singe. Homme. Singe, homme. Homme, singe. Singe anthropomorphe. Quadrumane. Bonobo. Chimpanzé. Gorille. Orang-outan. Hominidé bimane. Toi, nous, tous autant. Sauvage, civilisé. Limite de la limite. Sans limite. Charles Robert Darwin,
Je suis né à Shrewsbury, Angleterre, en 1809. Mon grand-père, Erasmus Darwin, médecin, naturaliste, inventeur et poète, s'était déjà déclaré contre la fixité des espèces. Mon père, Robert Warren Darwin, médecin, était membre de la Royal Society. Ma mère, Susanna Wedgwood, la fille d'un célèbre céramiste et capitaine d'industrie. Je suis le deuxième garçon d'une famille de 6 enfants. J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans. Très jeune, j'ai eu une passion de naturaliste et de collectionneur, alors que je poursuivais une scolarité difficile et ennuyeuse. À 16 ans, j'ai commencé mes études de médecine. À Édimbourg, J'étais plus intéressé par la zoologie marine que par les cours de dissection. au bout de 2 ans, j'ai changé de voie et me suis inscrit à l'université de Cambridge pour devenir médecin de pasteur. À cette époque, je me suis intéressé à la théologie naturelle de William Polly, qui défendait l'idée que la perfection du monde résultait de l'intervention d'une providence divine. une fois mon diplôme en poche, mes rencontres avec le zoologiste Henslow et le géologue Sedgwick m'ont encouragé à embarquer à titre de naturaliste Et sans traitement. sur le vaisseau de Sa Majesté, le Beagle, brique de 10 canons qui partait pour un voyage autour du monde. La mission du Beagle, entre autres choses, était d'achever le relevé hydrographique de l'Amérique du Sud. Le voyage allait durer 5 ans. Oh, ce fut pour moi une expérience unique. Ma véritable école. Le Beagle arrive le 24 août à Bahia Blanca et met à la voile pour La Plata après une semaine de séjour. Le capitaine Fitzroy consent à me laisser en arrière pour me permettre de gagner Buenos Aires par voie de terre. À Punta Alta, on trouve une section de l'une de ces petites plaines récemment formées et fort intéressante par le nombre et le caractère extraordinaire des restes d'animaux terrestres gigantesques qui y sont enfouis. Par exemple, le toxodon. Un des animaux les plus étranges peut-être qu'on ait jamais découvert. Par sa taille, cet animal ressemblait à l'éléphant ou au mégathérium, mais la structure de ses dents, ainsi que l'affirme M. Owen, prouve incontestablement qu'il était allié de fort près aux rongeurs, ordre qui comprend aujourd'hui les plus petits quadrupèdes. Par bien des points, il se rapproche aussi des pachydermes. Enfin, en juger par la position de ses yeux, de ses oreilles et de ses narines, il avait probablement des habitudes aquatiques, comme le dugong, le lamantin, dont il se rapproche aussi. Combien il est étonnant de trouver ces différents ordres aujourd'hui si bien séparés, confondus, dans les différentes parties de l'organisation du tox. On trouve en grand nombre, dans les environs de Rio, certains insectes qui ressemblent à des guêpes. Un jour, j'observais un combat terrible entre un pepsis et une grosse araignée, du genre lycose. La guêpe se précipita soudain sur sa proie, puis s'envola immédiatement. L'araignée était évidemment blessée, car en essayant de fuir, elle se laissa rouler le long d'une petite déclivité de terrain. Il lui resta cependant encore assez de force pour se traîner dans une touffe d'herbe où elle se cacha. La guêpe revint bientôt et fut surprise de ne pas retrouver immédiatement sa victime. Elle commença alors une chasse, tout aussi régulière que peut l'être celle d'un chien qui poursuit un renard. Elle vola de ci, de là,
faisant tout le temps vibrer ses ailes et ses antennes. L'araignée, quoique bien cachée, fut bientôt découverte. Et la guêpe, redoutant encore évidemment les mâchoires de son adversaire, manœuvra avec soin pour se rapprocher d'elle et finit par lui infliger 2 piqûres sur le côté inférieur du thorax. Enfin, après avoir examiné soigneusement avec ses antennes l'araignée actuellement immobile, elle se disposa à emporter sa proie. Mais je me saisis du tyran et de sa victime. Quand les condors décrivent cercle après cercle autour d'un endroit quelconque, leur vol est admirable. Je ne me rappelle pas leur avoir jamais vu battre des ailes, sauf quand ils s'enlèvent de terre. Dans les environs de Lima, j'en observais plusieurs pendant près d'une demi-heure, sans les quitter des yeux un seul instant. Ils décrivaient des cercles immenses, montant et descendant, sans donner un seul coup d'aile. Quand ils passaient à une petite distance au-dessus de ma tête, je les voyais obliquement et je pouvais distinguer la silhouette des grandes plumes qui terminent chacune des ailes. Si ces plumes avaient été agitées, fût-ce par le moindre mouvement, elles se seraient confondues l'une avec l'autre. Or, elles se détachaient, absolument distinctes, sur le ciel bleu. Le Beagle fait le tour de l'île Chatham, dans l'archipel des Galapagos, et jette l'ancre dans plusieurs baies. Je passe une nuit à terre, dans une partie de l'île, où il y a un nombre extraordinaire de petits cônes noirs tronqués, peu élevés. J'en compte 60. Tous surmontés par des cratères plus ou moins parfaits. La forme régulière de ces nombreux cratères donne au pays un aspect tout artificiel, qui me rappelle vivement celui des parties du Staffordshire, où il y a beaucoup de hauts fourneaux. Il faisait horriblement chaud. J'éprouvais une fatigue incroyable à me traîner sur cette surface rugueuse. Mais l'aspect étrange de cette scène cyclopéenne compensait et au-delà mes fatigues. Pendant ma promenade, je rencontrai 2 immenses tortues. Chacune d'elles devait peser au moins 200 livres. L'une mangeait un morceau de cactus. Quand je m'approchais d'elle, elle me regarda avec attention, puis s'éloigna lentement. L'autre poussa un coup de sifflet formidable et retira sa tête sous sa carapace. Ces immenses reptiles, entourés par des laves noires, par des arbrisseaux sans feuilles et par d'immenses cactus, me semblaient de véritables animaux antédiluviens. Les quelques oiseaux couleur sombre que je rencontrais ça et là n'avaient pas plus l'air de s'occuper de moi que ces grandes tortues. Parmi les scènes qui ont fait une profonde impression sur mon esprit, aucune n'est plus sublime que l'aspect des forêts vierges qui ne portent pas encore la trace du passage de l'homme. Que ce soit les forêts du Brésil, dominent la vie dans toute son exubérance, ou celles de la Terre de Feu, où la mort règne en souverain. Ce sont là 2 véritables temples, remplis de toutes les splendides productions du dieu nature. Personne, je crois, ne peut pénétrer dans ces vastes solitudes sans ressentir une vive émotion et sans comprendre qu'il y a chez l'homme
quelque chose de plus que la vie animale. On peut dire que la sélection naturelle scrute à chaque instant et dans le monde entier les variations les plus légères. Elle repousse celles qui sont nuisibles, elle conserve et accumule celles qui sont utiles. Elle travaille en silence, insensiblement, partout et toujours, dès que l'occasion s'en présente, pour améliorer tous les êtres organisés relativement à leurs conditions d'existence organique et inorganique. Ces lentes et progressives transformations nous échappent, jusqu'à ce que, dans le cours des âges, la main du temps les ait marquées de son empreinte. Et alors, nous nous rendons si peu compte des longues périodes géologiques écoulées, que nous nous contentons de dire que les formes vivantes sont aujourd'hui différentes de ce qu'elles étaient autrefois. Il est intéressant de contempler un rivage luxuriant, tapissé de nombreuses plantes, abritant des oiseaux qui chantent dans les buissons, des insectes variés qui voltigent çà et là, des vers qui rampent dans la terre humide. Si l'on songe que ces formes, si admirablement construites, si différemment conformées et dépendantes les unes des autres d'une manière si complexe, ont toutes été produites par des lois qui agissent autour de nous. Ces lois, prises dans le sens le plus large, sont la loi de croissance et de reproduction, la loi d'hérédité, la loi de variabilité résultant de l'action directe et indirecte des conditions d'existence, de l'usage et du défaut d'usage, la loi de multiplication des espèces, en raison assez élevée pour amener la lutte pour l'existence, la sélection naturelle, la divergence des caractères et l'extinction des formes les moins perfectionnées. Le résultat direct de cette guerre de la nature qui se traduit par la famine et par la mort est donc le fait le plus admirable qui se puisse concevoir, à savoir la production d'animaux supérieurs. N'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie, avec ses puissances diverses attribuées primitivement par le Créateur à un petit nombre de formes, voire même à une seule? Or, tandis que notre planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner dans son orbite, une quantité infinie de belles et admirables formes, sorties d'un commencement si simple, n'ont pas cessé de se développer. Et se développent encore.
Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu soufflait à la surface des eaux, et Dieu dit Que la lumière soit. et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière de la ténèbre, et Dieu appela la lumière. Jour. Et la ténèbre, il l'appela. Nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Premier jour. Dieu dit. Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Et il en fut ainsi, et Dieu appela le firmament Ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour. Dieu dit. Que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Et il en fut ainsi. Dieu appela Ouais. le continent, il appela Ouais. l'amas des eaux. Dieu dit. Que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend fécond sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits, ayant en eux-mêmes leur semence. Et il en fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin. Troisième jour. Dieu dit. Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel Et pour il en illuminer la fut terre. ainsi, Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit et les étoiles. Il y eut un soir, il y eut un matin. Quatrième jour. Dieu dit. Que les secours de bestioles vivantes et de l'oiseau au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants, selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau est né selon son espèce, et Dieu les bénit en disant. Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans la mer et que l'oiseau prolifère sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Cinquième jour. Dieu dit. Produisent des animaux vivants selon leur espèce, bestiaux, petits bêtes, bêtes sauvages, selon leur espèce. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu dit. Faisons leur notre image selon notre ressemblance, et qu'ils soumettent les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux de la terre, et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il le créa. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Nous sommes à Oxford, Angleterre, dans la grande bibliothèque du muséum, en ce 30 juin 1860, à l'occasion de la réunion annuelle de la British Association for the Advancement of Science. On annonce dans le pays que les partisans de Darwin rencontrent une vive opposition. On dit que le zoologiste Richard Owen, président de la British Association, a demandé à Samuel Wilberforce, évêque d'Oxford, de faire un discours combatif contre la théorie de l'évolution défendue par Sir Charles Darwin dans son récent ouvrage On the Origin of Species. On dit aussi que Thomas Huxley est dans la salle. Thomas Huxley, ce jeune savant, partisan des thèses évolutionnistes, qu'on surnomme déjà le bulldog de Darwin, ça promet. Est-ce aujourd'hui que la science va acquérir publiquement le droit de penser pour elle-même, sans recevoir d'ordre de quelque religion que ce soit? Qu'une personne s'est évanouie, c'est extraordinaire. Les deux protagonistes s'apprêtent à entrer en scène. Attention, les voilà qui s'avancent. Samuel Wilberforce, évêque d'Oxford. Thomas Huxley, professeur d'université. Monsieur Huxley, il n'y a rien à chercher dans la théorie de l'évolution.
Les pigeons sont ce que les pigeons ont toujours été. Les espèces n'ont pas évolué. Elles ont été créées une fois pour toutes par la puissance divine. Relisez la Bible. Mais vous-même, Monsieur Huxley, vous qui êtes partisan de cette théorie selon laquelle l'homme descend de l'animal, est-ce que je peux vous demander si c'est du côté de votre grand-père, du côté de votre grand-mère, que vous revendiquez votre ascendance, du côté des saints? Monsieur Wilberforce, vous n'êtes pas habilité à nous dire comment nous, les savants, nous devons interpréter toutes les informations que nous trouvons dans la nature. Il n'y a pas lieu ici comme ailleurs de mélanger science et religion. Concernant l'œuvre de Charles Darwin, donnez-vous au moins la peine de la lire, au lieu de la caricaturer de manière déshonorante. Et vous comprendrez alors, peut-être, la théorie d'évolution. Quant à votre petite question, je vous répondrai que je n'éprouve aucune honte d'avoir un singe comme ancêtre. Par contre, je serais vraiment honteux d'avoir un lien quelconque avec un homme comme vous, qui se donne autant de mal pour obscurcir la vérité. La position relative des traits de la face est évidemment la même chez l'homme et chez les quadrumanes. Les diverses émotions se traduisent par des mouvements presque identiques des muscles et de la peau, surtout au-dessus des sourcils et autour de la bouche. Il y a même quelques expressions qui sont presque analogues, telles que les sanglots de certaines espèces de singes et le bruit imitant le rire que font entendre d'autres espèces. Actes pendant lesquels les coins de la bouche se retirent en arrière et les paupières inférieures se plissent. L'extérieur des oreilles est singulièrement semblable. L'homme a un nez beaucoup plus proéminent que la plupart des singes, mais nous pouvons déjà apercevoir un commencement de courbure aquiline sur le nez du gibbon. Oula! Beaucoup de singes ont le visage orné de barbe, de favoris ou de moustaches. Les cheveux atteignent une grande longueur chez quelques espèces de cénopithèques.
Chez le bonnet chinois, Macacus radiatus. Il rayonne d'un point du vertex avec une raie au milieu, absolument comme chez l'homme. On admet généralement que l'homme doit au front son aspect noble et intelligent. Noble et intelligent. Mais les poils touffus de la tête du bonnet chinois se terminent brusquement au sommet du front. Lequel est recouvert d'un poil si court et si fin. Un véritable duvet que, à une petite distance, à l'exception des sourcils, il paraît être entièrement nu. Nous sommes à Dayton, Tennessee, États-Unis, pour la retransmission en direct. Mesdames et messieurs, bonsoir! De ce que le Baltimore Sun appelle déjà le procès du singe. Plus de 40 ans après la mort de Charles Darwin, partisans et adversaires de la théorie de l'évolution se disputent âprement sur le front de l'éducation. Comme la plupart des États du Sud, le Tennessee a adopté une loi, le Butler Act, qui stipule: il est illégal d'enseigner à l'école toute théorie qui mettrait en cause l'histoire de la création divine telle qu'elle est racontée par la Bible et d'enseigner à la place que l'homme descendrait d'un ordre inférieur du règne animal. Sur ce motif, un jeune enseignant de 24 ans, John Scopes, accepte de plaider coupable. Oui, j'ai enseigné la théorie de l'évolution à mes élèves en utilisant l'ouvrage Civic Biology, recommandé par l'État du Tennessee lui-même. À Dayton, la foule est venue nombreuse assister au procès. La défense de Scopes est conduite par le célèbre avocat Clarence Darrow, connu pour ses opinions agnostiques. Alors que l'accusation est menée par William Jennings Bryan, ancien juge et adversaire déclaré de l'enseignement des thèses évolutionnistes à l'école. Aujourd'hui, au 7e jour de ce procès fleuve, la séance se déroule en plein air sur la pelouse du palais de justice. À l'instant, Bryan vient de se présenter comme spécialiste de la Bible et prêt à répondre aux questions de Darrow. Entre les deux hommes, c'est un véritable duel qui s'engage.
acceptable d'apprendre à nos enfants que l'homme, une simple espèce de mammifère, si on suit votre cher Darwin, ne descendrait même pas d'un singe américain, mais d'un singe du vieux monde. Monsieur Darrow, tout ceci n'est pas écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible est à prendre comme c'est écrit. Alors, monsieur Brian, comment expliquez-vous que, d'après votre Bible, une baleine ait pu avaler, puis recracher Jonas au bout de 3 jours, que Joshua ait pu arrêter la course du soleil, qu'on trouve des poissons à bord de l'arche de Noé, alors qu'ils auraient pu aussi bien évoluer dans les eaux du déluge, et qu'enfin, au 3e jour de la création, il y avait déjà des plantes sur la terre, alors que le soleil n'était pas encore créé. Vous n'avez pas le droit de vous en prendre au socle de notre civilisation. Alors c'est faire injure aux scientifiques du monde entier et aux élèves des écoles que de mélanger ces récits de miracles, auxquels chacun est libre de croire ou de ne pas croire, et des faits de science qui, eux, sont attestés par l'expérience, par des mesures, par des preuves et par des vérifications auxquelles tout le monde peut avoir accès. Les mots de la Bible ne sont pas à prendre dans un sens littéral. Alors c'est une supercherie que de les présenter au même titre que des vérités scientifiques. Monsieur Brian, une dernière question. Est-ce que les 6 jours de la Bible sont des jours de 24 heures? J'ai l'impression, il faut entendre par là que ce sont des périodes. Ah, mais vous me fatiguez, je ne pense pas aux choses auxquelles je ne pense pas. Tiens donc, et vous arrive-t-il de penser aux choses auxquelles vous pensez? Et voilà, le verdict vient d'être rendu à l'instant. John Scopes est reconnu coupable d'avoir enseigné l'évolution à l'encontre des lois du Tennessee. Il est condamné à une amende de $100. Mais, de la vie générale, ici et dans le pays, c'est la cause évolutionniste qui sort vainqueur de ce procès. D'ailleurs, la défense veut faire appel et porter l'affaire devant la Cour suprême. Mais je vous propose d'écouter maintenant la déclaration que Scopes lui-même a faite devant le juge. Votre honneur, je pense que j'ai été reconnu coupable d'avoir violé une loi injuste. Je continuerai dans le futur, comme je l'ai fait dans le passé, à m'opposer à cette loi par tous les moyens possibles. Toute autre action serait une violation de mon idéal de liberté académique. Enseigner la vérité, c'est garanti par notre constitution de liberté personnelle et de liberté de croyance. J'estime que cette amende est injuste. Terre s'est créée il y a plus de 4,5 milliards d'années. Elle n'a pas toujours connu la même répartition entre les océans et les continents. Puisque la croûte terrestre est soumise à des mouvements permanents. Des plaques tectoniques se déplacent les unes par rapport aux autres. Certaines se séparent, d'autres rentrent en collision en formant des chaînes de montagnes. Le long de ces plaques continentales et océaniques, du magma remonte, arrive en surface en formant des volcans. Ces phénomènes sont souvent très longs, mais ils ont une grande influence sur les climats de la Terre. La biodiversité subit des modifications incessantes. Les espèces s'adaptent, évoluent, apparaissent ou disparaissent. Au tout début de la vie sur Terre, il y a l'apparition d'une première cellule que certains ont baptisée Lucas. Elle a surgi, peut-être dans les grandes profondeurs de l'océan, à une époque où l'atmosphère ne contenait pas encore d'oxygène libre. Cette première cellule serait l'ancêtre commun de toutes les espèces terrestres, végétales ou animales.
Après 1,5 milliard d'années, un nouveau type de cellule plus complexe est apparu. Toutes les informations génétiques y sont contenues dans un noyau. Cette cellule développe les modes de la reproduction sexuée, qui va donner naissance aux êtres multicellulaires, dont on retrouve des traces datant de 700 millions d'années. Première forme vivante prolifère dans les milieux aquatiques. Éponges, méduses, mélobites, simples crustacés, les premiers poissons. Il y a 400 millions d'années, des espèces végétales, gerbes, mousses, lichens, puis animales, scorpions, mille pattes, araignées, libellules, traîne-pieds sur la terre ferme. L'évolution fait ensuite apparaître les reptiles, les oiseaux, les mammifères, qui vont proliférer après la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Une petite lignée de mammifères, les lémuriens, donnera naissance à la famille des primates, à laquelle l'homme appartient, aux côtés des différentes lignées de singes. En Afrique, des couches géologiques sédimentaires de plus de 7 millions d'années renferment des restes de squelettes d'hominidés qui connaissent déjà la station debout. Les bimanes sont nés. L'outil prolonge la main, le cerveau se développe, l'homme complexifie la pensée et le langage, il apprend à apprivoiser la nature. Il y a 2 millions d'années, l'Homo habilis taille la pierre et maîtrise le feu. L'Homo sapiens apparaît il y a seulement 400 000 ans. L'homme de Néandertal puis l'homme de Cro-Magnon se répandent à travers toute l'Europe il y a moins de 100 000 ans. Les foyers de civilisation humaine inventent l'agriculture, les systèmes de pensée, les techniques, les mythes, l'écriture, la culture. Dès l'origine de la reproduction sexuelle, une grande partie des caractères d'un individu lui sont transmis par ses parents, par l'intermédiaire de l'information génétique. Une grande partie de cette information est partagée par tous les membres d'une même espèce. L'homme partage à 99,9% son génotype avec celui du chimpanzé. Les mutations génétiques, qui proviennent de petites erreurs dans la duplication de l'information génétique au moment de la reproduction, seraient à l'origine de brusques variations dans les caractères des espèces. La transmission de l'information génétique par hérédité expliquerait la continuité et la variabilité des espèces. Tu en penses quoi, toi, de nos cousins? Tu veux parler des humains? Ouais. Oh, si tu veux mon avis sur le plan physique, il ne nous arrive pas à la cheville. Mais dans la tête, là, c'est sûr, ça tourne bien. D'ailleurs, ils font des découvertes formidables. Ils détiennent maintenant un sacré pouvoir sur le monde et sur les espèces. Mais c'est bien ça le problème. Qui pourrait leur résister? Personne. Ah si, eux-mêmes. Ah ouais. Ils pourraient très bien se faire eux-mêmes disparaître de la Terre. Ce ne serait pas la première fois qu'on assisterait à la disparition d'une espèce. Parfois. Ils sont vraiment bêtes. Bon, tu veux dire qu'ils nous ressemblent? Oui, non. Oh, je ne sais pas si j'aimerais être comme eux. Ah, c'est vrai que parfois, ils se prennent vraiment la tête, hein. Comme s'ils étaient d'une race supérieure. Mais leur savoir, leur science, leur technique, leur art, leur poésie, ah ben ça devrait les rapprocher de nous. Seulement, on a l'impression
que c'est l'inverse, que ça les rend plus arrogants. Peut-être ne contrôlent-ils plus rien. Nous autres animaux, nous n'avons pas cette prétention à maîtriser notre destin. C'est Dame Nature qui règle en principe notre évolution. Mais justement, tu crois qu'elle en a encore la possibilité? Est-ce qu'elle n'est pas elle-même en train de perdre cette place privilégiée? L'homme a pris une sacrée option sur elle. Ouais, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Tu y crois, toi, au hasard? Ça dépend. Certaines choses dépendent du hasard. Par exemple, si tu nais fille, garçon. Mais d'autres dépendent de lois incontournables. Par exemple, si je lance un caillou en l'air, eh ben, il retombe toujours sur la terre. Oui, mais les étoiles, la terre, les montagnes, nous, les humains, Ouais. tu crois que tout cela est dû au hasard, ou à tes lois, ou encore à ce qu'ils appellent des dieux? Pour ma part, je n'ai pas besoin de l'hypothèse Dieu. Mais enfin, ça, c'est une opinion personnelle. Ça ne regarde que moi. Pour le reste, je pense que le monde, une fois qu'il est lancé, continue en obéissant à la fois à des nécessités et à des choix imprévisibles, parmi des milliards de choix. Mais alors, si tout cela est formidable, il n'y aurait pas besoin d'imaginer un grand dessinateur. Oh ben non! Non! Il y a des dessins magnifiques dans la nature qui n'ont pas besoin d'auteur. Certains couchers de soleil, par exemple. Ou alors... la beauté du corps de certains animaux. Mais dis-moi, comment se fait-il que... Les mots, la langue, oh oui, ça c'est un vrai petit miracle. Oh, alors tu y crois, toi, au miracle? Non, mais c'est une façon de parler. Parce que ces miracles-là, les hommes n'y font plus attention tellement ils sont habitués. Et ils ne se rendent pas compte de toute la richesse qu'ils ont entre leurs mains. Mais dis-moi, Ouais. tu parles toi aussi? Ah ouais? Oh! Peut-être une mutation